C'était une matinée pesante à Ouagadougou. Le ciel gris semblait refléter le poids qui pesait sur le cœur du peuple. Il y avait des rumeurs, beaucoup de rumeurs. Et cette fois, elles ne venaient ni de la France, ni de la CEDEAO, ni des salles secrètes du Pentagone. Elles venaient du Vatican, un lieu improbable pour la naissance d'une nouvelle intrigue africaine. Mais lorsque la vérité arrive déguisée en lettres, scellée du sceau papal, remise par un émissaire silencieux et reçue par un dirigeant marqué par les batailles, le monde sait que quelque chose est sur le point de se produire. Le général Ibrahim Traoré n'était pas homme à se laisser ébranler facilement. Ses yeux, endurcis par les trahisons, les embuscades et les nuits blanches dans les campements, avaient déjà vu plus que la plupart ne pourraient en supporter. Mais lorsque l'enveloppe blanche fut placée devant lui, avec les mots manuscrits en français « À son Excellence Ibrahim Traoré », il hésita. Pendant un bref instant, ses doigts tremblèrent, non par peur, mais par quelque chose qu'il ne pouvait expliquer, un pressentiment. Un vent invisible souffla dans la pièce, et même les soldats qui montèrent la garde semblèrent ressentir le changement dans l'air. La lettre avait été envoyée par nul autre que Robert Prevost, le cardinal américain récemment nommé préfet du dicaster pour les évêques, et l'une des figures les plus discrètes, mais les plus influentes de l'Église. Le contenu de la lettre restait encore un mystère, mais son impact résonnait déjà dans les couloirs du pouvoir comme le son lointain d'un tonnerre annonçant la tempête. Traoré, seul dans son bureau de bois sombre, aux murs couverts de cartes anciennes, brisa enfin le sceau avec sa dague personnelle. En dépliant le papier, son regard se figea sur la première phrase. Il lut à voix haute, d'une voix grave et ferme. « Il y a des choses que les hommes ne devraient jamais oublier, et il y a des vérités qui ne peuvent être révélées qu'à ceux qui portent des cicatrices. » Le silence qui suivit sembla éternel. Dehors, les vents du Sahel agitaient les drapeaux. À l'intérieur, l'âme de Traoré commençait à être bouleversée. La lettre parlait de secrets, d'archives cachées, d'une réunion secrète tenue des années auparavant entre des membres de l'Église et des représentants d'anciennes puissances coloniales. Selon Prévost, il y avait un plan, un accord silencieux pour tenir certains dirigeants africains à l'écart de la scène internationale. Des hommes intègres, honnêtes, incorruptibles, comme Traoré. Des hommes qui ne servaient pas les intérêts du monde ancien. Mais ce qui choqua le plus Traoré ne fut pas le contenu politique de la lettre. Ce fut le ton, l'humanité, la douleur dissimulée entre les lignes. Le cardinal parlait comme quelqu'un qui avait traversé une purification spirituelle, comme quelqu'un qui était sur le point de mourir, ou qui était déjà mort intérieurement. Dans l'un des passages, il écrivait « Pardonnez-nous, pardonnez non seulement à moi, mais à l'institution. Pardonnez pour le silence, pour la complicité, pour l'omission face aux blessures ouvertes de votre peuple. » Traoré s'adossa à son fauteuil. Il respira profondément. Ses yeux se fermèrent un instant, et il vit le visage de son père, mort dans une embuscade des années plus tôt. Il vit le corps d'un garçon qu'il n'avait pas pu sauver lors d'une opération humanitaire. Il vit les mères en deuil, les enfants orphelins, les regards suppliants d'une Afrique fatiguée de quémander. Mais la lettre n'était pas seulement une demande de pardon, c'était aussi un appel, une invitation. Prévost voulait le rencontrer, pas à Rome, pas à Paris, pas à New York, mais à Dori, une ville oubliée, dans le nord du Burkina Faso, marquée par les attaques terroristes et une souffrance extrême. Pourquoi là-bas? Pourquoi maintenant? Traoré décida d'y aller, contre tous les conseils, contre les alertes de sécurité, contre les protestations de ses généraux. Il partit seul, sans escorte visible, le visage découvert, marchant parmi les pauvres, les blessés, les oubliés. Lorsqu'il arriva à Dori, le peuple l'entoura. Il n'y avait ni foule préparée, ni applaudissements forcés. Il y avait le silence, un silence révérencieux, comme s'il savait que ce moment était sacré. Au centre de la ville, dans une chapelle en ruine, éclairée seulement par des bougies et les fissures du toit, Robert Prevost l'attendait. Il était pâle, visiblement malade, mais avec une lueur étrange dans les yeux. Lorsqu'il vit Traoré, il se leva avec effort et s'agenouilla. Oui, il s'agenouilla devant le président soldat. Le geste fut inattendu, profond et tranchant comme une épée. « Vous n'avez pas besoin de faire cela, » dit Traoré, visiblement déconcerté. « Si, je le dois, » répondit le cardinal, « parce que vous avez encore la foi, et j'ai besoin que le monde le voie. » Ils parlèrent pendant des heures, sans caméra, sans enregistrement, sans protocole, juste deux hommes, deux mondes,
2 fardeaux. Prevost révéla tout. Documents, noms, dates, opérations clandestines pour saboter l'économie du Burkina, infiltration dans des ONG, manipulation des données de l'OMS, et même des négociations secrètes avec des leaders religieux locaux pour discréditer le leadership de Traoré. C'était à la fois un confessionnal politique et spirituel. Mais à la fin, Prevost sortit de sa poche une petite croix en bois. Ceci appartenait à Thomas Sankara, dit-il. Elle fut remise secrètement à un cardinal qui était présent lors de sa dernière semaine de vie. Elle n'a jamais été rendue. Gardez-la. Elle appartient à votre peuple. Traoré serra la croix avec force. Ses yeux s'embuèrent, et à cet instant, quelque chose se brisa en lui, une armure invisible. Il n'avait pas pleuré depuis des années. Mais maintenant, il pleurait, non pas en tant que président, non pas en tant que soldat, mais en tant que fils de la terre, touché par une vérité plus grande. Cette nuit-là, Dory ne dormit pas. Les gens sortirent dans les rues avec des bougies, des chants, des prières. C'était comme si un nouveau temps était en gestation, et le symbole de tout cela était une lettre, une croix, et 2 hommes qui avaient osé briser les cycles de la haine. Le lendemain matin, le soleil se leva différemment. Il n'y avait ni trompette, ni déclarations officielles, mais l'Afrique ressentait. La terre savait. Les anciennes assises sur les porches murmuraient des bénédictions, les pasteurs chantaient plus fort dans leurs prières, et même les arbres semblaient plus révérencieux. La lettre de Prevost n'était pas seulement une confession tardive, c'était une graine, et Ibrahim Traoré savait qu'il était de sa mission de la protéger, même si le monde n'était pas encore prêt pour son fruit. De retour dans la capitale, Traoré ne dit pas un mot à ses ministres sur la rencontre. La croix de bois qu'il avait reçue ne fut pas placée dans une vitrine ou utilisée comme symbole politique. Au lieu de cela, il la gardait dans sa poche, près de son cœur, comme un rappel silencieux qu'au milieu des décombres de l'histoire, il y avait encore des hommes prêts à s'agenouiller au nom de la vérité. Mais tous ne réagiraient pas avec honneur. Quelques jours plus tard, la réaction commença. Un communiqué anonyme fut divulgué à la presse internationale, accusant Traoré de collusion avec le Vatican et de participation à des rituels secrets pour manipuler la foi africaine. Des blogs d'extrême droite européens alimentèrent la flamme avec des images déformées et des phrases sorties de leur contexte. L'un des tabloïds britanniques titra en une « Le pape noir, le coup spirituel d'Ibrahim Traoré ». Traoré resta silencieux. Mais son équipe de renseignement découvrit rapidement que la fuite provenait du continent lui-même, d'un diplomate rongé par la jalousie qui avait été rejeté par Traoré des mois plus tôt après avoir tenté de vendre des concessions minières à des multinationales françaises. C'était une vieille connaissance et un vieil ennemi, Djibril Kayondo, ancien ministre des Affaires étrangères d'un pays voisin. Kayondo avait déjà tenté de saper le leadership de Traoré par des pressions internationales, offrant son soutien à la CEDEAO en échange de sanctions contre le Burkina Faso. Mais cette fois, il avait franchi une ligne sacrée. Traoré aurait pu le faire arrêter. Il avait assez de preuves pour cela. Mais il choisit quelque chose de plus radical et de plus africain. Il convoqua les leaders spirituels de toutes les ethnies du pays. Il tint à ce qu'il y ait des représentants Mossi, Fula, Gourmanché, Bobo, Lobi. Il invita également des femmes âgées, des griots, de jeunes leaders chrétiens, des imams et même des athées respectés pour leur cause sociale. Tous s'assirent en cercle, sous un grand arbre ancestral, au cœur de Koudougou. Là, Traoré révéla toute la vérité. Il lut la lettre de Prevost à voix haute, sans censure. Il montra les documents. Il laissa chacun toucher la croix de Sankara. Et ensuite, il fit quelque chose d'impensable. Il demanda pardon. Oui, le président soldat, le fils du peuple, le révolutionnaire, baissa la tête et demanda pardon pour avoir gardé le secret. Il dit qu'il n'avait pleinement confiance en personne, car il venait d'une longue lignée de trahison, mais que maintenant, pour la première fois, il sentait qu'il pouvait partager le fardeau. Le silence tomba comme une brume sur tous. Puis, l'ancienne Fatimata Kéré se leva. Ses yeux étaient embués. D'un pas lent, elle s'approcha de Traoré, posa sa main sur son front et murmura « Tu es le gardien, mais même les gardiens ont besoin de repos. » Et tous comprirent, il n'était plus seul. Cette même nuit, un communiqué officiel fut publié. Sans arrogance, sans attaque, juste la vérité. Le peuple africain lut et pleura, car c'était la première fois depuis longtemps qu'il sentait qu'un dirigeant ne parlait pas au nom de la diplomatie ou de la guerre,
mais de l'âme. Mais Kayondo ne se tairait pas. Se sentant exposé et humilié, il organisa une conférence de presse à Dakar. Il tenta de nier la lettre, affirmant qu'elle était falsifiée. Il déclara que Prévost n'aurait jamais pu écrire cela, car il était gravement malade et incapable de toute action diplomatique. Il tenta même de manipuler d'anciennes images pour prouver que la croix était une invention. C'est alors que l'improbable se produisit. Le Vatican, pressé par les journalistes du monde entier, fut contraint de s'exprimer. Et il le fit par une déclaration historique. Un porte-parole officiel confirma l'authenticité de la lettre. Il précisa que Prévost avait, en effet, écrit ce document de sa propre main, sans l'autorisation du Saint-Siège, mais mu par sa conscience et sa foi. Ils confirmèrent également qu'il avait remis la croix en personne à Ibrahim Traoré à Dori, et que sa santé était déjà à un stade terminal à ce moment-là. L'impact fut retentissant. Même les opposants historiques de Traoré commencèrent à revoir leur position. Un sociologue renommé de Côte d'Ivoire écrivit « L'histoire jugera Traoré comme le premier homme d'État africain moderne à être plus grand que sa propre douleur. » La BBC le qualifia de « l'homme qui renaît sur une terre brûlée ». Al Jazeera affirma « Le Burkina Faso est devenu le cœur spirituel de l'Afrique ». Quelques jours plus tard, la nouvelle que personne n'attendait, Robert Prévost était décédé à Rome, en silence, sans discours, sans testament politique, mais avec une dernière volonté, que la croix de Sankara soit placée sur sa poitrine avant son inhumation et qu'Ibrahim Traoré soit informé personnellement. Lorsque Traoré apprit la nouvelle, il ne parla pas à la presse, il ne se montra pas en public. Il se retira 3 jours dans le désert, seul avec le silence. Lorsqu'il revint, quelque chose avait changé dans son regard, une flamme plus ferme, un regard plus profond et une décision déjà prise. Il organisa une cérémonie sans précédent. Au cœur d'Ouagadougou, sous un ciel étoilé, des milliers de personnes se rassemblèrent. Traoré monta sur l'estrade, vêtu de vêtements simples, sans armes, sans décoration, seulement avec la croix dans les mains. Et devant la foule, il déclara « Ce n'est pas la croix d'un martyr, c'est la croix d'une nouvelle ère. Nous ne nous battrons plus seulement avec des armes. Nous nous battrons avec la vérité, avec la foi, avec la justice et avec la réconciliation. » Et puis, dans un geste qui restera à jamais gravé, il plaça la croix au centre de la place, enchâssée dans du verre et protégée par des gardiens de la jeunesse. Un symbole, un phare, un pacte silencieux entre les générations. Les images firent le tour du monde. Et tandis que les journaux oscillaient entre attaques et éloges, une chose était sûre, quelque chose avait changé, pour toujours. Avec le vent caressant les drapeaux et les regards de la nation tournés vers cette croix silencieuse, Ibrahim Traoré descendit de l'estrade sans applaudissements forcés, accompagné seulement d'un peuple en larmes et en révérence. À cet instant, l'Afrique ne voyait pas un président, elle voyait un de ses fils qui avait osé écouter, pardonner et reconstruire. La lettre de Robert Prévost était devenue plus qu'un simple papier. Elle était désormais la graine d'une justice plus grande. Et tandis que le monde observait, perplexe, une certitude émergeait du sol rouge du Burkina Faso. Lorsque la vérité est semée avec des larmes, elle fleurit avec la rédemption.